Bonjour à toutes et à tous, je suis très content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Je le dis à chaque fois, on a l'impression que je me répète, hein, mais effectivement il y a des nouvelles vidéos sur cette chaîne. Alors on va parler d'un thème que vous connaissez, c'est les catastrophes. Alors le catastrophe, c'est un cas que je vous présente avec des questions, éventuellement des images, et puis je vous pose des questions, vous répondez, vous faites pause en attendant, moi je continue. Et on est déjà rendu au 6e épisode. Allez voir les autres épisodes, je suis sûr que ça va vous aider, vous intéresser. Allez, on est parti. Alors, ce 6e cas se passe aux urgences, et vous faites l'admission d'une femme d'une soixantaine d'années qui est amenée par son conjoint pour des idées suicidaires. Bon, c'est un motif courant, très fréquent. Vous regardez donc les antécédents, il y a une maladie de Bouvray, une dépression, une taqwa paroxystique, pour laquelle elle prend du verapamil, propranolol, de l'inexium et de l'oxazépam. Donc vous constatez tout ça sur les courriers, les différents courriers qu'elle vous apporte, et vous prenez les premiers paramètres qui sont avec une tension à 14,9, une fréquence cardiaque à 60, une saturation à 100%, une glycémie à 0,72 et une température à 37,7. Alors vous l'examinez, et sur l'examen somatique, bon, rien de particulier. Par contre, très très ambivalente, dans le sens où elle dit ne pas vouloir mourir, mais son mari vous rapporte une lettre sur laquelle elle exprime très clairement ses idées suicidaires. Bref, ambivalence. Alors là, la première question, que demandez-vous tout de suite dans l'urgence? Réponse A, un ECG. Réponse B, un bilan biologique. Réponse C, une radiographie pulmonaire. Réponse D, un avis psychiatrique. Réponse E, une échographie cardiaque. Alors la question, c'est vraiment tout de suite dans l'immédiat, hein. Première chose que vous faites, il y aura une réponse. Je vous laisse faire pause, moi je continue. Alors pour la réponse, c'était un électrocardiogramme. On va voir pourquoi. Alors c'est parti. Vous faites l'électro et vous trouvez ceci. Donc je vous laisse faire pause, ça vous pouvez l'analyser tranquillement, poser avec votre tasse de thé ou de café comme vous voulez, hein, ça ne me dérange pas. Et la question qui arrive, à quoi concluez-vous? Alors réponse A, un rythme ventriculaire, réponse B, un rythme sinusal, réponse C, un effet stabilisant de membrane, réponse D, une onde J d'Osborne, et réponse E, des QRS fins. Je vous laisse faire pause si vous le voulez, sinon je vous donne la réponse, on est parti. Les bonnes réponses étaient la réponse B, c'est un rythme sinusal avec des QRS fins, et par ailleurs il n'y avait pas de trouble de la repolarisation. On va faire un petit point physiopathologie. Vous l'aurez compris avec cette diapositive, il faudra penser un peu cardiotoxique, hein, vu les médicaments qu'elle prend. J'ai fait un cours, une vidéo là-dessus sur les cardiotoxiques. Je vous invite à la regarder, ce sera les mêmes diapositives, donc je ne vais pas trop m'étaler. Je vais rappeler un peu les grands principes. Donc pour tout ce qui concerne les cardiotropes, cardiotoxiques associés, éventuels, il faudra avoir en tête 4 paramètres, 4 principes pour l'étude du muscle cardiaque, pour l'étude de la physiologie cardiaque. Alors la première, c'est la précharge. Vous le voyez grisé en orange à gauche de l'image. Donc c'est ce qu'il y a vraiment c'est ce qu'il y a dedans, hein, qui peut être modifié. Donc c'est le volume d'éjection. Ça peut être modifié par une déshydratation, donc il y a moins de volume, par une hémorragie, parce qu'on perd du volume, par une vasodilatation, pardon, ou bien par une obstruction dans la chambre de chasse, hein. Ça peut être un myxome par exemple. Après, il y a d'autres choses un peu moins tirées par les cheveux. Bref, ça c'est la précharge. Ensuite, deuxième élément, deuxième principe, l'inotropisme. Alors l'inotropisme, c'est la force de contraction avec laquelle va être éjecté ce volume. Eh bien, ça peut être modifié donc par des médicaments qui sont inotropes négatifs. Bon, ça paraît logique. Il y a les antiarythmiques qui peuvent modifier l'inotropisme et un défaut de métabolisme. Bah oui, parce qu'en fait, ça dépend du myocyte en lui-même, cette contraction, et du combiant disponible. Bref, l'inotropisme, c'est un peu le muscle.
Ensuite, la post-charge. Alors qu'est-ce que c'est? C'est un principe qui est un peu plus sioux à comprendre, on va dire, mais c'est pas si compliqué que ça. C'est contre quoi va devoir lutter le muscle cardiaque pour éjecter ce volume de sang dans les vaisseaux sanguins. Tout simplement. Donc vous voyez qu'il y a le petit bonhomme qui pousse contre quelque chose, c'est pour vous en rappeler. Donc comment ça peut être modifié? Eh ben, c'est ce qui va faire modifier les vaisseaux en fait. Donc en aval, après la valve aortique. Ça peut être des catécholamines. Si on met de la noradrénaline, par exemple, il y a une hypertension, enfin il y a une vasoconstriction, donc on va venir. C'est un peu comme si on augmentait un peu la taille du mur contre lequel on doit lutter, et donc ça augmente la post-charge. Il y a l'exanthine aussi. C'est par exemple pour ça qu'on ne doit pas prendre tout ce qui est banane, chocolat, théine, caféine avant certains examens de scintigraphie par exemple. Il y a les hormones thyroïdiennes, il faut y penser aussi, certains venins, bon c'est un peu plus accessoire, mais je vous le mets tout de même. Et enfin, le dernier, eh bien, le dernier principe, c'est le métabolisme de la fonction des cellules myocardiques, alors qui ont besoin de calcium, qui ont besoin de glucose, en cas de stress surtout, et d'acides gras et de lactate dans l'état basal, c'est ce qui est utilisé pour le fonctionnement, et des ions que vous connaissez, du sodium, du potassium, du magnésium, et bien sûr de l'oxygène. Alors l'oxygène, ça peut être modifié en cas de cyanure par exemple, de monoxyde de carbone et de cyanure aussi. Donc, faut avoir tout ça en tête. Alors, autre diapositive, pareil, c'est expliqué dans la vidéo des craniotoxiques, donc allez-y, je vous invite à regarder cette vidéo. Là, concrètement, les choses importantes sur cette diapo, ça va être l'ordre des phases de dépolarisation. Donc, déjà, il y a l'entrée de sodium, puis de potassium, la phase de plateau avec le calcium, puis la sortie du potassium et les ions dont je voulais vous parler, c'était pardon, l'influx nerveux, donc qui dépend du réseau électrique cardiaque, débute au niveau du nez sinusal par des ions, et ces ions sont le calcium majoritairement au niveau des cellules cardiomyocytaires, et enfin ailleurs ça dépend du sodium en fait. Donc les inhibiteurs calciques, par exemple, bradycardisants, ils vont pas agir, ils vont agir à un endroit particulier, ça va être au niveau du nœud sinusal. C'est surtout ça, en fait, pour la compréhension. Ensuite, il y avait deux éléments, donc ça c'était les deux ions. Deux autres éléments, c'est de la définition, batmotrope, dromotrope. Batmotrope, c'est comme le signe de Batman pour démarrer. Donc il voit le signe dans le ciel, et hop, Batman, il y va, donc c'est l'excitabilité, c'est l'effet batmotrope. Et dromotrope, vous pensez à une course de dromadaires qui vont très vite, donc c'est la vitesse de conduction. Et quand il y a un blocage des canaux sodiques, donc pour le sodium, ça entraînera un effet stabilisant de membrane. Donc bon, sur cette diapositive, les phases de la dépolarisation, le calcium au début, puis le sodium, c'est dans l'ordre alphabétique, effet stabilisant de membrane par le blocage de sodium, et les deux effets. On continue avec les questions, donc là je vous propose 5 questions encore. Est-ce que le verapamil est associé au risque de torsade de pointe? Réponse A. Est-ce que le verapamil est associé au risque d'effet stabilisant de membrane? Réponse B. Est-ce que le verapamil est associé à un risque de collapsus? Réponse D. Le propranolol est associé au risque de torsade de pointe. Et enfin, réponse E. Est-ce que le propranolol est associé à un risque d'effet stabilisant de membrane? Je vous laisse faire pause, et puis moi j'avance. Alors pour les réponses, eh bien, le verapamil est associé à un fort risque de collapsus, puisque c'est un inhibiteur calcique bradycardisant qui agit et sur la cellule cardiomyocytaire pour l'influx nerveux, c'est un bloqueur calcique, donc sur le nœud sinusal directement, et vasodilatateur. Donc la machine ne marche plus et on pousse dans un truc qui est dilaté. Donc là c'est super pour faire un choc cardiogénique. Et le propranolol, il est à risque d'effet stabilisant de membrane. Alors revenons un peu à notre patiente, un peu de clinique. Donc, vous décidez de la surveiller, à raison, scoper, c'est mieux quand même. Et une heure plus tard, ça sonne de partout, vous entrez dans le box. Et là, vous constatez en reprenant les paramètres que la tension est à 8,4, la fréquence cardiaque à 40, Glasgow 12, et une glycémie qui a augmenté à 2,15. Alors vous faites un électrocardiogramme, vous trouvez ceci.
Je vous laisse faire pause juste pour analyser. Et je vous propose la question suivante. La question suivante, c'est après avoir posé une deuxième voie veineuse, qu'est-ce que vous réalisez? Alors la réponse A, c'est vous injectez du chlorure de calcium, 2 grammes intraveineux. Vous débutez de l'adrénaline au pouce-seringue électrique. Réponse C, vous administrez du glucagon, 2 grammes. Vous administrez de la noradrénaline au pouce-seringue électrique. Et réponse E, du bicarbonate, sodium molaire. Pour la réponse E, donc, je vous laisse faire pause, vous réfléchissez tranquillement, et puis on avance. Alors pour les réponses, c'était le chlorure de calcium, on va le voir. Prochaine diapositive, c'est de l'explication, c'est de la physiopathe. Donc, qui a déjà été un peu expliqué d'ailleurs, hein, vous savez, le métabolisme cardio-myocitaire a besoin de calcium. Donc en plus, les inhibiteurs calciques, comme leur nom l'indique, bloquent l'entrée du calcium. Donc il n'y en a pas, ben, c'est pas grave, on va en mettre. Hein. Donc on met du chlorure de calcium. L'adrénaline, plutôt que la noradré, on va le voir sur l'explication d'après, sur la diapo d'après. Et donc si c'est de l'adré, c'est pas de la noradré. Et du bicarbonate de sodium molaire. Alors c'est parti pour l'explication. Encore une fois, cette diapositive, vous pourrez la trouver dans le topo sur les cardiotoxiques. Alors j'ai séparé en deux points, la cellule en elle-même et puis ce qu'il y a après le muscle cardiaque, eh bien les vaisseaux. Donc sur les cellules cardiomyocytaires, eh bien, il y a plusieurs récepteurs sur lesquels vont pouvoir agir différentes drogues. Donc l'atropine par exemple agit sur le récepteur muscarinique. Donc si on a un bêta-bloqueur, eh bien ça va pas marcher. Parce qu'en fait ça va pas être... il va toujours y avoir un blocage par le bêta-bloquant puisqu'il va s'occuper du récepteur bêta. Donc si on a une intoxication par les bêta-bloquants, par exemple, l'atropine ne marchera pas, ou peu en tout cas. En revanche, sur les récepteurs bêta-2, il y a l'isoprénaline, qui a un risque d'hyperexcitabilité, donc attention, ça peut faire des troubles du rythme. La dobutamine, c'est pareil, comme l'isoprénaline. L'adrénaline aussi, mais par contre, tandis que les deux premières, l'isoprénaline et la dobutamine, sont vasodilatateurs, l'adrénaline, c'est vasoconstricteur. Intéressant, c'est pour ça que, comme ça accélère le rythme cardiaque, quand il y a une intox aux inhibiteurs calciques, et que cela induit une vasoconstriction, ce sera le plus efficace. Parce qu'avec la noradrénaline, en fait, on va agir que sur la vasoconstriction, en tout cas sur les vaisseaux, et pas sur le muscle cardiaque en lui-même. Donc je vous ai dit, il y a les récepteurs calciques qui sont présents aussi sur et les cardiomyocytes et les cellules endothéliales. Donc on peut utiliser le chlorure de calcium, qui est plus efficace que le gluconate d'ailleurs. Enfin, le glucagon et l'adrénaline agissent aussi sur l'adéninate cyclase. Bon, ça peut être utilisé, en SMUR on n'en a pas, en plus c'est des grosses quantités, donc ça utilise rapidement le stock. C'est décrit dans la littérature, mais c'est pas ce qui est le plus efficace. Par contre, l'insulinothérapie euglycémique, ça fonctionne avec la pompe NAK-ATPase, très intéressant. Bon, il faut de grosses doses. C'est très très gros, c'est des quantités qui sont 10 à 15 fois supérieures que celles utilisées lors des hyperglycémies par exemple. Donc ça use les stocks, mais c'est efficace quoi. Alors pour le chlorure de calcium, par exemple pour l'adulte, c'est 1 à 2 ampoules, ça peut être toutes les 10 minutes. Et il peut y avoir des perfusions continues par la suite. Je vous ai mis aussi en bas à droite les émulsions lipidiques. Bon, oui, il y en a. L'entraînement électrosystolique, oui. Après, des fois ça marche pas, parce que si le muscle ne fonctionne pas, ça sert à rien de le stimuler. Et puis la petite pilule bleue, c'est décrit dans la littérature, je vous l'ai mis aussi. Ça fonctionne sur le plan physiopathe, mais c'est pas ce qui est le plus efficace. Bref, revenons à notre patiente encore une fois. Donc là, elle se dégrade sur le plan neurologique et hémodynamique. Glasgow 8, tension 75/40 malgré la prise en charge, fréquence cardiaque 35. Donc là, vous appelez la réanimation. Vous l'avez appelé avant parce que vous avez suivi ce cours, donc vous savez très bien qu'elle allait se dégrader avec la prise de ces médicaments. La question, quelles thérapeutiques sont à envisager? Réponse A, l'intubation orotrachéale. Réponse B, du charbon activé. Réponse C, l'ECMO veineuse. Réponse D, l'ECMO véno-artérielle. Et réponse E, l'épuration extra-rénale. Je vous laisse faire pause. Pour avoir les résultats, c'est juste après.
Donc les réponses c'était l'intubation, le charbon activé si on n'est pas trop tard, mais on doit être dans les clous, hein, parce que si elle a pris du verapamil par exemple, elle se dégrade rapidement. Sauf si c'est une forme LP ou si c'est du conglomérat, bon là c'est un peu particulier, mais le charbon activé doit être suggéré et très rapidement dans un centre qui dispose d'une mise en place d'ECMO en fait, hein. Et c'est du véno-artériel. Donc sur le plan physiopathe, les antiarythmiques de classe 4 pour bloqueurs calciques, encore une fois, disposent sur la vidéo des cardiotoxiques. Donc ils sont tous vasodilatateurs et les plus dangereux, verapamil, surtout batmotrope et inotrope négatif, et le diltiazem aussi, un tout petit peu moins inotrope négatif, mais tout de même. Oui, la marge thérapeutique très étroite, hein, parce que les doses toxiques arrivent dès 2 fois la dose thérapeutique, et à savoir, l'hyperglycémie est pronostique en fait. Donc on peut voir le cas de patients avec une hyperglycémie, avec intoxication, et il faut se méfier, puisqu'en fait c'est tout de suite, les grands moyens à mettre en place, et la réanimation à prévenir, quoi. Alors après, c'est pas dans le cadre de l'urgence même, mais par la suite, il y a des SDRA qui sont décrits pour la prise d'Amlor et de l'Ercan. Donc, comme ça, vous le saurez, au moins, c'est plus ces molécules-là que les autres. Enfin, sur la prise en charge, on arrive à la dernière diapositive. Euh, les antiarythmiques de classe 4 ont pu avoir une recommandation d'expert en mars 2017, donc c'est pas si vieux que ça. Pour les formes asymptomatiques, alors si on voit qu'au bout de 6 heures il n'y a rien, soit c'est une forme LP, dans ce cas-là, il faut tout de même surveiller, mais il y a peu de chances qu'en tout cas une forme à libération immédiate soit, puisse entraîner une dégradation hémodynamique au bout de 6 heures. Ça n'existe quasiment pas, quoi. Donc le calcium, on l'a dit, l'insulinothérapie glycémique, c'est très efficace, utilisé en réanimation. L'atropine, il faut essayer, mais bon, voilà, c'est pas ce qui va sauver le patient. L'adrénaline, plutôt que les autres amines, vous l'avez vu sur le plan physiopathe. L'émulsion lipidique, ça peut être intéressant aussi. Et puis sinon, c'est stimulation, ou bien rapidement, l'ECMO, mais véno-artériel. L'ECMO véno-artériel, c'est la thérapeutique qui va sauver le patient à mettre en place extrêmement rapidement. Juste, je vous disais tout à l'heure, pour l'insulinothérapie, c'est 1 unité par kilo par heure. Donc c'est monstrueux en fait, c'est du 60 unités kilo heure. On peut monter jusqu'à 10 unités kilo par heure. Mais il faut des quantités monstrueuses d'insuline d'une part, et donc de glucose pour éviter l'hypoglycémie. En fait, pourquoi ça fonctionne, quel est le principe? C'est que de l'hyperglycémie qui est pronostique, c'est que l'insuline, euh, l'insuline, l'insuline, vous le savez, l'insuline, les inhibiteurs calciques, pardon, agissent au niveau du pancréas et donc vont agir au niveau de la libération blocage de l'insuline. Pardon. Voilà, donc on arrive à la fin de la vidéo. J'espère que ça a pu vous aider, que ça vous a plu. Si c'était le cas, ne manquez pas de vous abonner surtout. On est de plus en plus nombreux sur la chaîne, c'est génial, merci à vous d'être présents. Donc abonnez-vous, partagez, likez la vidéo aussi, et puis prenez soin de vous et de vos patients, hein.